Bien, nous repartons sur ce tableau. Donc, que vous ayez fait ou pas l'expérience, vous avez, je pense, pensé et réfléchi au résultat. Lorsque l'on met la paume de la main au contact avec un bécher à 4 degrés, la température de la peau va diminuer. Quel est le mécanisme qui s'est déroulé? Eh bien, en fait, j'ai une conduction, d'accord? Une conduction, puisque j'ai contact de la peau et du bécher avec de l'eau sans mouvement, qui fait que la température de la peau va baisser, ou qui fait que la chaleur qui est dans le corps est passée dans le bécher pour le réchauffer. Donc j'ai bien baisse de la température, j'ai la conduction. De la même façon que si j'ai un bécher à 50 degrés, là c'est pareil, mais j'aurai transfert de chaleur dans l'autre sens entre le bécher et la peau. Donc ces deux premières expériences traduisent la conduction, contrairement à la troisième ici qui met en œuvre la convection. Lorsque j'ai un ventilateur qui souffle de l'air sur la peau, eh bien l'air va se réchauffer au contact de la peau, d'accord? Donc de la chaleur sera évacuée du corps par convection. Lorsque je suis près d'un radiateur et je sens de la chaleur qui se dégage, là j'ai un mouvement de fluide. Ce mouvement de fluide, ça va être de la convection, d'accord? Puisque j'ai mouvement d'un fluide. Maintenant, par contre, quand je mouille de la peau avec de l'eau à 37 degrés, immédiatement je ressens une sensation de fraîcheur. Pourquoi? Parce que l'eau va s'évaporer, et s'évaporant, eh bien, elle va consommer de l'énergie, aboutissant donc à une sensation de fraîcheur, à une perte d'énergie. Donc, ces différentes expériences qui sont là traduisent les 4 modes possibles d'évacuation de la chaleur par l'organisme. Bien. Alors maintenant, je vous pose un certain nombre de questions, à vous de trouver la réponse. Alors la réponse, vous l'aurez après, mais je vous demande juste de faire une pause sur cette diapo, d'accord, de façon à réfléchir à la réponse à la question. Jouez le jeu, personne n'est là pour vous surveiller, jouez le jeu, et expliquez-moi pourquoi, quand il y a du vent, la température paraît plus fraîche, à condition que la température soit inférieure à 37 degrés. Si vous avez compris tout ce qu'on a fait précédemment, vous devez être capable de poser les mots. Mais c'est important que vous arrêtiez là, que vous écriviez quelque chose. D'accord? Parce que lorsque vous serez en DS, ce type de question peut être posé, et il faudra trouver les mots pour y répondre. D'accord? Donc, voilà la question. Faites une pause sur la vidéo. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? La réponse, je vous la donnerai après, mais faites l'effort avant d'y réfléchir. Pourquoi? Quand il y a du vent, la température paraît plus fraîche, si la température extérieure, condition, est inférieure à 37 degrés. Vous réfléchissez. Pause. Alors, la réponse, vous l'avez là. S'il y a du vent, c'est qu'il y a des masses d'air en mouvement. Masse d'air en mouvement, l'air est un fluide. J'ai donc convection. Si j'ai une masse d'air en mouvement, si j'ai du vent, la convection est augmentée. Lorsque l'air passe au contact du corps, il se charge en énergie, et j'ai transfert d'énergie par convection. D'accord? Ce qui donne cette sensation de froid. Bien évidemment, ceci est vrai que si la température extérieure est inférieure à 37 degrés, puisque 37 degrés, c'est la température du corps. D'accord? Donc, si j'ai du vent, j'ai l'impression qu'il fait plus frais que s'il n'y a pas de vent, parce que l'air qui circule sur ma peau va se charger en chaleur et va donner l'impression... Donc, le corps pourra ainsi évacuer de la chaleur, donnant alors cette impression d'une température plus faible. Autre question. Même topo, vous faites une pause et au brouillon, vous réfléchissez à la réponse que vous apporteriez s'il y avait cette question posée sur un DS. Pourquoi, quand une personne est plongée dans l'eau à 0 degré, elle meurt au bout de 15 minutes, alors qu'elle peut rester plusieurs heures à 0 degré dans l'air? Pourquoi? On vous donne comme donnée supplémentaire le fait que la conductivité thermique de l'eau est 24 fois plus forte que celle de l'air. Pause sur cette diapo. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question sur un DS? La réponse. L'eau conduit 24 fois mieux l'énergie thermique que l'air. Conclusion. Quand un corps à 37 degrés est plongé dans l'eau, la chaleur émise par ce corps, les pertes de chaleur par le corps, vont être beaucoup plus grandes dans l'eau que dans l'air. Et dans l'eau, les pertes de chaleur seront telles
qu'elles ne pourront pas être compensées par la chaleur produite par le corps. Et donc, la température du corps va progressivement diminuer. Alors que dans l'air, comme la conductivité thermique est 24 fois plus faible, la chaleur, finalement, va beaucoup plus difficilement quitter le corps par conduction. De ce fait, les pertes de chaleur par conduction thermique dans l'air seront équilibrées, seront compensées par la production d'énergie par le corps. Et donc on peut tenir à 0 degré dans l'air, alors qu'on ne peut pas tenir à 0 degré dans l'eau. Voilà. Donc, comprenez bien ceci. Si vous avez pris le temps de réfléchir au brouillon, comparez la réponse avec ce que vous avez écrit au brouillon, pour être sûr que vous avez tout compris. Question suivante. Pourquoi est-ce qu'on porte des vêtements clairs en été et sombres en hiver? Intuitivement, vous avez la réponse. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de l'écrire avec des mots sur votre copie? À vous. Pause et vous réfléchissez. La réponse est assez simple. Vous l'avez vu avec votre professeur de physique. Lorsque l'énergie lumineuse arrive sur un corps, ce corps va réfléchir une partie de l'énergie, va absorber une partie de l'énergie. La quantité d'énergie réfléchie par rapport à l'énergie absorbée est fonction de la couleur du corps. Les surfaces blanches renvoient pratiquement toutes les longueurs d'onde, et donc absorbent peu d'énergie. La neige, éclairée par le soleil, ne fond pas. Alors que les surfaces noires absorbent la plupart de l'énergie. Le bitume des routes, le goudron des routes en été fond. Donc ça veut dire que pour une même intensité lumineuse, quand on éclaire une surface blanche, l'échauffement de cette surface sera faible. Si on éclaire une surface noire, l'échauffement de la surface sera fort. Ça veut dire que si je porte des vêtements noirs, ces vêtements noirs vont absorber l'énergie et vont donc me réchauffer. Si je porte des vêtements blancs, les vêtements vont réfléchir l'énergie et donc, dans un contexte de fort éclairement en été par exemple, les vêtements n'absorbant pas l'énergie, j'aurai une moindre sensation de chaleur. Voilà. Donc, si on résume, la température du corps, c'est en fait le résultat de l'équilibre entre thermogénèse et thermolyse. Thermogénèse, production de chaleur, terme à connaître. Thermolyse, perte de chaleur. Globalement, la température de votre corps est constante. Donc globalement, la thermogénèse est équilibrée avec la thermolyse. Il faut que votre corps soit à 37 degrés. Si la température descend en dessous de 37, on est en hypothermie, ça marche plus. Si votre température augmente au-dessus de 37, on est en hyperthermie, ça marche plus. Pourquoi? Votre corps est le siège d'un ensemble de réactions chimiques. Toutes ces réactions qu'on appelle les réactions du métabolisme. Pour qu'une réaction ait lieu, il y a nécessité de la présence d'une enzyme. Pour toutes les réactions. Qu'est-ce que c'est qu'une enzyme? Bien, c'est très simple à comprendre. Prenez un clou. Posez le clou sur une planche de bois. Le clou n'ira pas spontanément se planter dans la planche de bois. Pour que le clou se plante dans la planche de bois, il faut un marteau. Le marteau, c'est l'outil. Bien, c'est pareil pour toutes les réactions chimiques qu'on trouve de votre corps. Pour que la réaction chimique puisse avoir lieu, il faut un outil. Cet outil étant issu de la traduction de l'information génétique. Cet outil, c'est ce qu'on appelle une enzyme. Eh bien, pour que l'enzyme puisse fonctionner, on doit être à une certaine température. Et toutes les enzymes de votre corps fonctionnent si la température de votre corps est à 37 degrés. Dès qu'on augmente ou dès qu'on diminue la température, les enzymes fonctionnent beaucoup moins bien et ce n'est plus compatible avec le vivant. Il est donc impératif pour votre corps que la température soit de 37 degrés et que la thermogénèse soit équilibrée par la thermolyse. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors est-ce que c'est vrai pour tout le corps? Non. Tout à l'heure je disais que 37 degrés ce n'est pas la température de tout le corps. Il faut distinguer au niveau du corps le compartiment central qui contient toutes les viscères, le cerveau, le cœur. Ce comportement central qui est là, effectivement,
il faut qu'il soit à 37 degrés. Mais quand on est, par exemple, dans un environnement à 20 degrés, parce que généralement, dehors, il fait pas 37 degrés. Chez nous, il fait souvent beaucoup moins que 37 degrés. Les températures de 37 degrés sont atteintes exceptionnellement en plein été, mais tout le reste de l'année, on n'est pas à 37 degrés. Eh bien, 37 degrés, c'est la température du compartiment central. Quand on est à 20 degrés à l'extérieur, au niveau des jambes, par exemple, la température interne serait de 31 degrés. D'accord ? Mais c'est fondamental que dans ce compartiment central, dans lequel on a tous les organes vitaux, la température soit, elle, maintenue à 37 degrés. Vous voyez, ici, on est à 35 degrés. Eh bien là, c'est toute la partie du corps, toutes ces parties-là qui sont, elles, à 37 degrés. D'accord ? Donc, bien distinguer la nécessité de maintenir cette température de 37 degrés dans le compartiment central, quelles que soient les variations internes ou externes. Alors justement, quand on fait un effort, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait un effort, la respiration augmente, les réactions du métabolisme augmentent. Donc ça veut dire, quand on fait un effort, la libération de chaleur augmente. Et le risque, c'est que le compartiment central soit en surchauffe. Il faut donc évacuer la chaleur du compartiment central vers l'extérieur. Et pour ça, il y a un rôle fondamental qui va revenir aux vaisseaux sanguins. Les vaisseaux conducteurs vont se dilater, vont augmenter de diamètre au niveau de la peau. D'accord ? Le sang va évacuer la chaleur du compartiment central vers la peau, et au niveau de la peau, comme les vaisseaux sanguins se sont dilatés, eh bien, je pourrais avoir échange thermique avec l'extérieur. Quand je fais un effort, je deviens rouge. Pourquoi? Parce que le sang circule sous la peau, et comme j'ai plein de sang qui circule sous la peau, la chaleur pourra s'évacuer à l'extérieur. En même temps, intervient un autre mécanisme qui est la sudation. D'accord? Sudation, je me mets à transpirer, je me mets à perdre de la chaleur, et ce mécanisme de sudation est aussi un mécanisme qui va permettre d'évacuer l'excès de chaleur et d'éviter que le compartiment central soit en surchauffe. Donc quand je fais un effort, j'évacue la chaleur. J'évacue la chaleur vers l'extérieur du corps, et ensuite, par sudation ou par vasodilatation, vers l'extérieur de l'organisme. Maintenant, deuxième paramètre qui peut intervenir, c'est les variations de température, non plus à l'intérieur, mais à l'extérieur du corps, quand il fait chaud, quand il fait froid. D'accord ? Eh bien, quand il va faire chaud, on va avoir le même mécanisme d'évacuation de la chaleur que quand on fait une activité sportive, à savoir vasodilatation, augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins et sudation, d'accord, perte d'eau, d'accord. Ces deux mécanismes vont permettre d'évacuer la chaleur du corps. À l'inverse, quand il fait froid, il est impératif de maintenir la température du compartiment central à 37 degrés. Donc le corps va rediriger la circulation sanguine, d'accord, vers le compartiment central. Et comment rediriger la circulation sanguine vers le compartiment central? En effectuant une vasoconstriction, en diminuant le diamètre des vaisseaux sanguins dans le domaine périphérique de l'organisme. Ainsi, j'ai moins de sang qui circule en périphérie, et la température du compartiment central sera maintenue. Associé à ce mécanisme, on peut avoir, quand il fait froid, d'autres mécanismes comme... C'est pour ça, par exemple, que vous avez froid aux mains, aux doigts, au nez, quand il fait froid. Parce que si votre nez devient froid, si vos doigts deviennent froids, c'est parce que le sang ne circule plus, ou il circule moins. Bien. Second mécanisme qui va intervenir, ce sont les mécanismes qui vont générer de la chaleur, comme par exemple les tremblements, le claquement des dents. Tous ces mécanismes, tremblement, claquement des dents, sont des mécanismes qui vont faire se contracter des muscles, et quand un muscle se contracte, il libère de la chaleur, permettant ainsi d'augmenter la température du corps. Voilà, mais globalement, tout ceci permet, au niveau d'une personne homéotherme comme vous, comme moi, de maintenir la température du corps à 37 degrés, d'équilibrer thermolyse et thermogénèse. Voilà pour ce cours. C'est pas très compliqué. Il y a quelques notions à bien comprendre. Vous construisez votre cours sur le papier, d'accord? Et je vous mets sur le NT, dans l'espace classe, 1 ou 2 exercices d'application de tout ce qu'on vient de faire là. Exercice avec sa correction. Je ne vous demande pas de me renvoyer cet exercice. Ce qui est sûr, c'est que vous serez évalué sur ce cours lors d'un prochain DS. Donc vous avez tout intérêt à le travailler et à le confronter ce que vous allez faire, vous, avec la correction. Et s'il y a bien sûr des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par message sur le NT. Voilà, à vous, bon courage pour ce travail.